va davantage élaborer sur la situation sécuritaire dans cette province et puis bien entendu nous donner les informations de dernière minute. Enfin, ce sera le camarade Luc Malembe qui va nous parler de la situation sécuritaire aussi bien à Ituri que dans le nord et le sud Kivu. Voilà, donc sans plus tarder, nous allons accorder la parole au camarade Anissé Kingalala pour nous faire le témoignage de la situation qu'il a vécue à Missia dans le Fatundu. Camarade. Sois encouragé, hein, sois à l'aise, pas de problème. Ok, merci. Auguste Assemblée, bonsoir. Avant toute chose, je remercie vivement mon Dieu de pouvoir m'accorder cette opportunité pour me retrouver devant Excellence le président élu. C'est ma toute première fois durant ma vie. Je l'écoute parler dans la radio, à la télé. Je le vois dans des photos, mais c'est ma toute première fois. C'est pourquoi je dis merci d'abord à mon Dieu de m'avoir accordé cette opportunité. Monsieur le Président Auguste Assemblée, ce n'est pas une pièce théâtrale ni une mise en scène que je tiens à vous présenter, mais plutôt une réalité de fait que je viens de vivre dans le secteur de la Wamba, territoire de Bakata, province du Kwilu et plus précisément dans le village Missia. Je suis préfet des études dans la sous-division de Bakata 2, dont l'implantation c'est le secteur de la Wamba Fatundu. C'est depuis le mois passé, vers 4 heures du matin, le village Missia a été ravagé par les assaillants et nous avons connu tant de cas catastrophiques. Il y a eu des morts. On tué les gens par les coups de balles et ces assaillants ont apporté les fusils de calibre 12, les fusils marque AK. D'autres personnes on leur fusillé, d'autres encore on leur égorgé. Les petits-enfants, n'en parlons pas. Les enseignants, n'en parlons pas. Et un groupe de femmes était même violé publiquement devant leurs enfants biologiques, devant leurs fils, arrière-fils, devant leurs époux. Vraiment, c'était une situation terrible. Les gens couraient derrière leur maison pour s'enfoncer en forêt, afin d'être sauvés. Mais on les fusillait comme des bêtes. Et moi-même, quand je sortais dans ma maison, je n'avais plus le temps de fuir. On m'avait arrêté. Et j'étais coffré dans une maison ensemble des amis de ce village-là. Et entre autres, on coupait certaines personnes par les coups de machette, on les morcelait. Vraiment, c'était terrible. C'était terrible. Et quand je pense à toutes ces situations, ça fait des traumatismes pour moi. On a même attrapé un groupe des élèves de mon école. Certains ont été suicidés, brûlés même. Et par après avoir brûlé, ces gens se servaient des restes de matière de ces élèves-là pour se oindre avec le slogan « Nous allons détruire Kwilu, à bas les écoles ». Vraiment, cette situation a marqué des douleurs terribles pour la population de Wamba surtout. Et dans cette endemicité, plus de 90 écoles que les élèves n'étudient pas, cela montre déjà un danger pour la population de Kwilu. Les gens ont dû abandonner leur village,
nous ne sommes pas sérieux. La population est à débandade aujourd'hui. Nous ne sommes pas calmes. Nous étions, quand nous avons fui, nous étions tous au siège de notre secteur à Fatoundou. Et entre autres, je remercie aussi l'assistance de l'honorable Mambo Katunda pour les gestes qu'il avait fait pour sa population au niveau de Fatoundou. Mais chose regrettable, les déplacés sont à Fatoundou, les autres à qui. Dans nos hôpitaux, il n'y a pas les médicaments. Et c'est chaque fois on reçoit les cas de mort, surtout pour les enfants de se déplacer. Et je remercie encore la fondation Chassa, puisque quand j'étais encore à Fatoundou, chaque fois on nous lançait des messages qu'on va encore détruire Fatoundou. Et comme je revenais déjà dans un milieu où il y a eu déjà la guerre, et j'avais vécu cette situation, ça me faisait peur. J'ai fui Fatoundou pour m'installer à Kikongo. Et à un moment donné, j'avais interpellé le président de la fondation. Par son accord et par son aide, il a fait un effort afin que je puisse me retrouver ici à Kinshasa. Monsieur le Président, l'émotion qui me frappe à cœur, aujourd'hui je suis resté sans abri. En ma qualité de préfet des études, ma femme a l'air qu'il est. Elle est dans la rue pour vendre de l'eau. Et n'eût été la présence du président de la fondation, je serais nulle part aujourd'hui. Les messieurs se poumounent pour essayer d'héberger un peu ma famille. Même si l'on va demander à retourner, nous allons habiter où? Nous allons rester où? Nous vous demandons de faire un effort afin que le secteur de la Wamba, la province du Kwilu, ait la paix. Sans la paix, nous sommes nulle part. Ce que j'ai vécu, c'était terrible. Ma toute première fois de trouver que on va normalement fusiler une personne comme ça, devant mes propres vies, on est en train d'égorger les gens. Et ces assaillants, ils étaient à côté de nous, ils prenaient même les sangs des enfants, vergés dans les marmites, et on va demander même la maman ou le père de cet enfant-là, ou l'enfant est crucifié comme ça, on lui demande d'en bénéficier encore la viande préparée où l'on a mélangé le sang de son enfant. Vraiment, c'était catastrophe pour nous. Je suis à ce niveau, je suis drainé de l'émotion, Monsieur le Président. Je dis et je vous remercie. Merci beaucoup, chers camarades. Nous allons procéder aux 3 interventions et puis après nous allons passer aux séries de questions-réponses. Nous allons donc accorder la parole à l'honorable. Chers camarades, bonjour. Son Excellence, Monsieur le Président élu et président du parti, Monsieur le Secrétaire général, tous les membres du secrétariat général, les cadres et camarades du parti. C'est pour la 3e fois aujourd'hui que nous exposons sur la situation sécuritaire dans le territoire de Bagata. Mais on ne peut pas parler de la situation de sécurité dans les territoires de Bagata sans parler de la situation sécuritaire dans les territoires de Kwamoutou, dans les Maïndombe, parce que l'insécurité de Bagata a été importée de Kwamoutou. Comme nous avions eu à le dire plusieurs fois, l'insécurité dans les territoires de Kwamoutou est tributaire de l'incapacité du gouvernement de gérer l'État. Parce que l'histoire qui est relatée est que c'est depuis le mois d'avril 2022 qu'il y avait déjà tuerie dans le groupement de Machambé. Et c'était entre les fermiers
qu'on appelle Yaka, qui ne sont pas seulement Yaka, on appelle sous le nom Yaka tous les non-originaires de Kwamuntu qui occupent des fermes. Donc il y a des Mbala, il y a des Hungani, il y a des Ngoya, tous ceux qui sont venus, même de Luba, tous ceux qui sont venus et qui sont locataires des terres, qui ont des fermes, qui ne sont pas autochtones, on les appelle Yaka. Et à l'époque, le chef du groupement Machambé avait augmenté la tribu à 5 sacs de manioc ou de maïs au lieu de 2 comme taxe. Et les fermiers ont demandé de discuter avec lui. C'est après 6 mois, parce qu'il a dit aussi longtemps que vous n'aurez pas augmenté votre taxe, vous n'aurez pas payé la nouvelle taxe, aucun véhicule n'entrera ici et aucun produit ne sortira. Les fermiers ont passé plus de 6 mois sans évacuer leurs marchandises. Or, ils ne vivent que de ça. Ils ont donc entamé des discussions. Les premiers rounds de discussion a eu lieu. Il n'y avait pas de solution. Au second round, les fermiers ont trouvé les capita parce que les chefs n'étaient pas là. Et après discussion avec le capita, ils se sont convenus de revenir pour la dernière fois quand le chef reviendra. À la fin de la réunion, alors que le fermier sortait, les neveux du chef qui est arrivé, qui a appris que ce sont des fermiers qui étaient venus discuter, qui voulaient discuter de cette taxe-là, il est entré dans leur maison, il a pris le fusil, il a tiré à bout portant sur l'un des fermiers. Il a tiré sur un deuxième. Il y a eu un mort sur place et les fermiers ont réagi violemment. Ça, c'est au mois d'avril 2022. Et quand on vient nous parler de Kwamuntu, on vient nous parler de Kwamuntu au mois de mars. Et ça avait continué, ça avait déjà créé des troubles dans des villages. Jusqu'à ce qu'au mois d'août, le grand massacre s'est produit. Nous avions expliqué ici que les gens qui sont derrière, les gens qui manipulent, on ne le voit pas comme d'habitude, c'est comme dans une pièce de théâtre, ils sont derrière les rideaux. Mais ceux qui sont exposés, ce sont nos compatriotes, nos frères. C'est pour ça qu'on a donné le nom de Yaka Teke. Mais par-ci, par-là, des gens disent que nous avons entendu des gens parler des langues qui ne sont pas les nôtres. Mais effectivement, ceux qui sont derrière les rideaux, les souffleurs, on ne le voit pas. Mais l'État devait le voir parce que l'État lui gère et ceux qui sont visibles et ceux qui sont derrière les rideaux. Et alors que le gouvernement au niveau de Kwamuntu a déployé l'armée pour sécuriser principalement la circulation sur la nationale numéro 17 Kwamuntu et Bandundu-Ville, alors que le militaire faisait les ratissages, il y a quelques assaillants qui ont fui vers la province du Kwilu, donc vers le territoire de Bagata et le secteur de Wamba, parce qu'il y a juste la rivière Kwango qui divise, qui sépare les deux provinces. Mais j'avais dit ici, au-delà de la scène macabre que notre frère a décrit ici, c'est cette scène-là. Au-delà de cela, nous avions dit qu'après beaucoup de réunions, et l'évêque Ambongo aussi l'a dit, après beaucoup de réunions, on a découvert qu'il y a eu des faux chefs coutumiers qui avaient été reçus par le président de la République, le président Félix, et que lui, il les a délégués, leur a demandé d'aller sécuriser, d'aller pacifier le coin. Et parmi les chefs, on a cité Zombi. Vous serez étonnés, dimanche déjà, il y a des frères qui nous ont dit que Zombi devait repartir. Mais dimanche, je n'ai pas voulu leur dire que nous sommes en possession d'un ordre de mission du ministre Asselo qui renvoie Zombi encore une fois avec le même groupe pour aller, soi-disant, pacifier encore Kwamuntu et Bagata. Mais les vrais chefs coutumiers disent que Zombi est un faux chef coutumier. Avec son autre grand chef Soukou qu'on appelait, ils sont de faux. Et tous les vrais chefs étaient en réunion chez Asselo ici pendant 2 semaines. Les zombies étaient ailleurs, ils n'ont jamais pris part à cette réunion-là parce que les vrais Moitayanvo étaient là et les vrais chefs Soukou étaient là.
Mais aujourd'hui encore, on renvoie les mêmes personnes. Allez-y comprendre, c'est pour ça que nous avions dit la dernière fois que le gouvernement était derrière cette histoire et connaissait ce qui s'est passé. Sinon, il ne pouvait pas reprendre la même faute, commettre la même faute qu'il avait commise, que les gens ont décrié, que les chefs coutumiers, principalement Teke, ont décrié, que l'évêque Kwambamba a décrié, que l'archevêque, le cardinal Ambongo a décrié. Et nous, ça nous étonne quand même. Et ces gens ont traversé chez nous, dans les territoires des Bagata. Ils ont commis des exactions. D'abord au village Bukusu, le 24 septembre, où ils avaient décapité le chef du village, décapité et brûlé. Parce que eux, ils décapitent et ils brûlent. Ils décapitent, ils découpent et puis ils brûlent. Et après avoir brûlé, ils prennent de cendres. Il me semble que ça a des pouvoirs mystiques selon eux. Et comme a dit notre frère, ils se wendent, ils mettent ça dans l'huile, c'est pas l'huile de palme ou n'importe quoi, et puis ils se mettent sur le corps. Ils ont tué donc à Bukusu. 2 semaines après, ils avaient tué à Kimpana, ils ont brûlé le village. À Kimpana, ils ont tué 2 personnes. 1 semaine encore après, ils ont tué dans un village Kissia Ngasi, Kissia Kambulu, où ils ont tué 13 personnes. Et là, c'était très émouvant parce qu'ils sont entrés à l'hôpital. Il y a une maman que tout le monde connaît qui est une sage-femme qui fut infirmière. Elle travaillait, elle était à l'hôpital, elle travaillait. Ils ont découpé la maman là, ils l'ont découpé et puis ils l'ont brûlée. Ils ne se sont pas arrêtés là-bas. Ils sont allés dans le village de mon frère, à Minsia. Ils sont allés 2 fois à Minsia. Pour la première fois, les jeunes de Minsia les ont repoussés. Et pour la deuxième fois, renforcés, ils sont revenus. Ils n'ont pas pu le repousser. En tout cas, à Minsia, selon nos informations, à ce moment-là, on avait trouvé 16 cadavres. Mais comme les gens avaient fui dans la forêt, on se disait, on ne sait pas combien sont morts dans ces forêts-là. Parce que personne n'est passé faire le comptage, l'inventaire de ceux qui sont morts dans ces forêts-là. Et comme ces gens-là n'étaient pas attaqués, comme le gouvernement ne faisait aucun effort et ne fait aucun effort, ils ont continué. Et là, ils commençaient maintenant à venir, ils envoyaient des lettres dans des villages. Ils envoient une correspondance dans des villages, ils disent, allez-y là-bas, dites au chef du village de nous envoyer 300 000, une chèvre et la boisson. Et puis les chefs s'exécutent, sinon on va attaquer son village le lendemain matin. Et ces scènes-là n'ont pas fini. Parce que la nuit d'avant-hier, samedi à dimanche, dans les villages Kingala, Mubenga, 13 personnes. La nuit de samedi à dimanche, dimanche c'est hier, le 5. 13 personnes viennent de périr, ont été tuées, massacrées par ces gens-là. Nous sommes vraiment dans l'insécurité. Dans les secteurs de la Wamba, sa rive gauche est vidée, totalement vidée. Les gens se sont déplacés, les uns sont allés à Fatundu, chef-lieu du secteur, les autres sont à Bandundu-ville, les autres dans d'autres villages, et la grande partie a finalement décidé de venir à Kinshasa. Mais comment vivre à Kinshasa? Où ils n'ont pas de boulot, parce que d'abord, nous-mêmes qui habitons ici, à 80-90%, on n'a pas de boulot. Nous sommes chômeurs, on se débrouille. Comment recevoir ces gens? Comment leur apporter ces coûts? C'est vraiment un grand problème. Et en principe, l'État devait prendre les taureaux par les cornes. L'État devait prendre les taureaux par les cornes en mettant un dispositif sécuritaire impressionnant pour sécuriser totalement le coin et permettre aux frères et sœurs de retourner, parce que pour nous qui habitons le village, pour nous qui connaissons le village, c'est la période de récolte d'arachides et de maïs qu'ils ont sémé au mois de septembre. C'est maintenant qu'ils doivent récolter. Ils ont fui leur village, donc ils ont abandonné les champs,
je suis très sûr que l'herbe a pris le dessus sur les semences. Et donc, ils n'auront même pas de survie. Et les enseignants qui sont payés à Bandundu ou à Fatundu sont ici. Il ne va pas quitter ici, aller jusqu'à Fatundu pour se faire payer. Comme c'est la banque qui paye, on ne payera pas à une autre personne. À moins que tu fasses un mandat, mais qui va aller là-bas? Nos frères souffrent. Nous devons donc prendre ces problèmes-là à cœur. Nous devons sensibiliser ceux qui sont sensibles. Nous devons mettre le gouvernement devant ses responsabilités pour qu'il puisse pacifier cette partie de la République. Maintenant donc que nous voulons commencer les opérations électorales, le secteur de la Wamba, les territoires des Bagata et finalement la province du Kwilu sera amputé d'une bonne partie de ses électeurs. Parce que cette partie concernée, qui est juste une partie du secteur de la Wamba, avait enrôlé 22 000 enrôlés en 2018. Et si nous essayons d'appliquer un coefficient, je suis très sûr qu'en 2023, on pouvait arriver à entre 28 ou 29 000, peut-être 30 000 enrôlés. C'est quand même beaucoup d'enrôlés qui devaient se prononcer pour élire leur président de la République, leurs députés et leurs conseillers. Chers camarades, la situation est intenable. Nous vous demandons donc de prendre ces problèmes-là à cœur comme nous avons pris le problème de l'Est. On parlait de l'Est. Hein? Revenons sur ça, on parlait de l'Est. Sans savoir que nous étions un seul et même pays. Et l'inspecteur général s'est même permis de dire que c'était à 2000 km. Mais ce n'est pas à 2000 km. Parce qu'il y a moins de 4-5 jours à 100, je pense, Doumi. Doumi, ici, ça peut faire 100 km. À 100 km, parce que Doumi, ce n'est pas dans les Kwamutu. Doumi, ce n'est pas dans les Maïndombe. Doumi, ce n'est pas dans le Kwilu. Doumi, c'est dans la commune, dans la province de Kinshasa. Doumi, c'est ici. Après la rivière Maïndombe. Commune de Maluku. Dans la commune de Maluku, ici, plus de 13 personnes ont été découpées. Et les villageois là sont sortis parce qu'il y a des fermes. On a tué 13 personnes dans des fermes. Tous les gens là sont sortis à Doumi. J'avais vu ça d'abord sur Facebook. Après, nous avons appelé, on a eu des confirmations. C'est ici, c'est à Maluku. C'est à Kinshasa. Alors, si là-bas c'était les Teke et les Yaka, alors on se pose la question, mais ici à Doumi, c'est qui? Ici à Doumi, c'est qui? Nous avons le droit de poser la question au gouvernement. Nous avons le droit de harceler le gouvernement pour connaître la vérité sur ce qui se passe. Parce que comme mon frère a dit, s'il disait que c'est tout le Kwilu, devant l'abandon de l'État, du gouvernement, mais ils vont faire ce qu'ils vont faire. S'ils veulent traverser d'une commune, d'un secteur, d'un territoire à un autre, ils vont le faire. Personne ne les arrêtera. Nous devons donc mettre la pression pour retrouver la paix et pour retrouver notre pays. Sinon, comme nous disons, nous risquons de perdre ces pays alors que nous n'avons que ces pays comme trésor. Voilà, Excellence Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire Général et tous les membres du Secrétariat Général, les cadres du parti et chers camarades du parti, l'exposé que nous pouvions faire sur la situation sécuritaire ou disons d'insécurité qui prévaut dans les territoires de Kwamutu, qui n'est pas calme, et dans les territoires de Bagata. Nous voulons quand même que vous puissiez relayer le fait que les faux chefs coutumiers envoyés autrefois viennent d'être encore renvoyés. Viennent d'être encore renvoyés. Et ça, c'est très important. J'ai dit et je vous remercie.
Donc c'est la situation qui prévaut actuellement dans le Mai-Ndombe à Kwamut et dans le Kwilu, mais aussi à Kinshasa, ils viennent de vous le dire, partie de leurs électeurs. Mais on est aussi en train de viser Kinshasa, parce que vous savez que, comme vous l'avez dit, Doumi c'est dans le plateau de Bateke, c'est dans la commune de Maluku. Voilà, nous allons maintenant passer la parole au camarade Luc Malembe pour qu'il nous parle de la situation sécuritaire en Ituri, au nord et au sud Kivu. Camarade, vous avez la parole. Excellence, Monsieur le Président élu, Messieurs les secrétaires généraux, distingués cadres du parti, les collègues exécutifs provinciaux qui sont là, chers camarades, bonjour. Ce n'est pas facile de prendre des paroles lorsqu'on a suivi un témoignage aussi poignant. Parce que les scènes qu'il décrit, je croyais que c'est des choses qui se passaient seulement chez nous là-bas, à Beni, à Djougou. Et ça fait mal de comprendre que même à Kwamut, on a eu à découper des enfants à la machette, à violer des femmes en présence des membres de leur famille. Et c'est tout simplement horrible. Alors, pour ce qui concerne, je vais commencer par l'Ituri. Vous savez que la situation qui se passe au nord Kivu avec les M23, tous les yeux de la nation sont braqués là-bas. Et ça fait qu'on semble avoir oublié l'Ituri, où également la situation n'a pas changé, c'est la catastrophe. Les gens meurent, mais en silence là-bas. Les yeux de tout le monde sont rivés sur le nord Kivu, les M23. Et là-bas, les groupes armés en ont profité maintenant pour gagner du terrain. Vous avez appris qu'ils ont amené les groupes armés locaux à Nairobi 3 pour la 3e fois. Et mais malgré que les groupes armés, leurs leaders étaient là-bas, nous, on n'a fait que compter des morts. D'ailleurs, la situation s'est beaucoup empirée à Bunia, dans la ville maintenant. Ce n'est plus dans les Djougou, dans Irumu, mais c'est dans la ville. Aujourd'hui, la situation a commencé depuis le vendredi. On a commencé à enregistrer des morts dans la ville. Je vous avais dit l'autre fois que l'état de siège qu'on nous a amené là-bas, au lieu de combattre les groupes armés, ils ont coalisé avec les groupes armés. Et ils les ont fait venir, y compris dans la ville, au motif que c'est les groupes armés qui allaient sécuriser la ville. Ils avaient amené un groupe qu'on appelle le FPIC Tiniakilima dans la ville, à 5 km dans une commune de la ville. Mais ce les gens là de l'état de siège ont oublié que les groupes armés de l'Ituri ont des connotations tribales. Lorsque vous amenez un groupe, ça fait peur aux autres tribus et eux aussi amènent les leurs parce qu'ils craignent que voilà, chacun cherche à se sécuriser. Et cette présence de ce groupe armé que nous avons décrié, aujourd'hui on a les résultats macabres. C'est que on a commencé à enregistrer des attaques. Ce groupe-là qu'on a amené appartient à une tribu qu'on appelle les Bira. On a commencé à enregistrer des attaques de Bira et de Hema. Alors qu'avant, ces deux tribus n'avaient pas vraiment de problème. Nous avions un grand problème, c'est les Hema et les Lendu. Maintenant, ça devient compliqué parce que les Bira là, ce sont les qui se considèrent comme les natifs de la ville, du centre-ville de Boune. D'abord, il y a eu des frustrations avec les dernières nominations de M. Tshisekedi, où il a nommé, les Bira là ne se sont pas retrouvés. Les maires de la ville ont toujours été de leur obédience. M. Tshisekedi a nommé un Hema. Et ça crée de frustration. Tous les administrateurs, aucun Bira. Tous les bourgmestres des communes, aucun Bira. Ça a créé de frustration. Et après, nous avons commencé maintenant à enregistrer des tueries de part et d'autre dans la ville. Maintenant, les groupes armés se sont mêlés depuis hier soir. Et la ville aujourd'hui, rien n'a fonctionné. Les écoles,
tout a fermé, les banques, les commerces, parce que les groupes se sont affrontés au village. Et le nombre de morts, je n'ai pas encore de précision, mais ça se compte par dizaines. Ça, c'est une situation d'aujourd'hui. Mais quand vous allez dans la presse, personne n'en parle. On parle de Nairobi, où d'ailleurs, il n'y a rien qui vient d'important là-bas. Vous avez suivi, les groupes armés ont claqué la porte hier du communiqué final, disant qu'on a aurait détourné leurs frais de séjour. Et tout ça, donc il n'y a rien d'intéressant qui est venu de là. On ne fait que perdre du temps et de tourner à rond. L'autre élément dont je dois vous parler rapidement, c'est que je vous disais l'autre fois que l'état de siège et la famille de M. Tshisekedi se sont enfoncés maintenant dans l'exploitation de l'or de l'Ituri. Je suis en train de dénoncer, je suis d'ailleurs en guerre avec eux, parce qu'il y a un village du territoire de Mambasa où il y a un habitant qui a découvert de l'or dans sa concession. Et selon les témoignages que j'ai eus, le village là se situe à plus de 400 km de Bouné. Selon les témoignages que j'ai reçus, l'or sortait là-bas en grande quantité. On me dit que ça pouvait atteindre 2 kg d'or par jour. Alors, tout le village, évidemment, est venu extraire. Ce n'est que normal. Mais quand M. Luboya, qu'on a envoyé comme gouverneur militaire là-bas, quand il a entendu parler de cet or qui sort massivement, lui qui est toujours derrière l'or, il a envoyé la justice militaire qui est sous ses ordres pour aller interdire l'exploitation là. La justice militaire et les auditeurs militaires, quand ils arrivent, ils arrêtent tout le monde, ils extorquent d'abord tout ce qu'ils ont trouvé comme or. On dit que plus de 20 kilos d'or ont disparu. Mais ça, c'est récent. Je l'ai dénoncé, je suis vraiment en guerre avec eux. Le jugement a été découvert il y a 1 mois. Mais ça, c'est une histoire d'une semaine. Alors, M. Luboya, quand il apprend ça, il fait venir deux personnes qui se présentent comme frères biologiques de M. Tshisekedi. L'un s'appelle Thierry Tshisekedi, qui se présente comme étant le frère cadet de M. Félix Tshisekedi. Et un autre s'appelle Joël Tshisekedi, qui se présente comme cousin. Le premier qui arrive, Thierry, il arrive à Bouna, il loue un avion, il va là-bas. Alors que la justice militaire a scellé le site. Lui, il arrive escorté par une armada de militaires de la garde républicaine. Il arrive, il encercle le site. Il trouve une machine, une excavatrice, une machine, un tracteur. Il exploite tout dans la concession de quelqu'un. Il n'a pas de document, il n'est pas exploitant minier. D'abord, il est interdit de mêler les militaires aux histoires d'exploitation de l'or. Il prend tout. Le lendemain, l'autre frère là, de Joël dont je vous parle, lui aussi arrive. Thierry avait déjà pris sa part, il embarque dans son avion, il part. On me dit qu'il est parti avec environ une 50aine de kilos. À l'heure où nous parlons, le Joël là, il est là lui aussi en train d'extraire. C'est horrible. Et il est sécurisé par les militaires qui lui sont donnés par M. Luboya. Donc voilà, on prend une province des gens, on en fait comme une boutique d'une famille, alors que M. Tshisekedi n'a mené aucun projet de développement, même pas une toilette en Ituri depuis qu'il est là. Dans ce village, il n'y a ni eau, ni électricité, ni route, ni hôpital, ni école. Il n'y a rien. Et le peu d'or qu'ils ont qui devait les aider, tout est parti. Donc voilà un peu pour ce qui concerne l'Ituri. Allons maintenant au Nord Kivu. Vous êtes tous au courant de cet horrible massacre qui a eu dans le village de Kishiché, dans le territoire de Rutshuru, où lorsque les M23 sont arrivés, parce que c'est eux qui occupent le village même jusqu'à maintenant, quand ils sont arrivés, les gens, il y a eu des civils qui se sont réfugiés dans une église locale. Et les M23 sont venus, ils ont encerclé l'église, ils ont tué tout le monde, des femmes et des enfants. On parle de plus de 122 civils tués ce jour-là, mais des chiffres vont jusqu'à 250 parce qu'on dit 272. On a dû découvrir d'autres corps après.
Voilà ce que l'armée rwandaise et ougandaise sont en train de faire sur notre sol. Et malheureusement, il n'y a aucune avancée sur le terrain. Les rebelles continuent d'avancer. Les combats aujourd'hui se sont déroulés dans la localité de Kichanga. Maintenant, c'est dans le territoire de Massissi. Parce que, comme je vous disais le mardi dernier, leur visée est d'aller occuper la route qui quitte Goma pour Bukavu, notamment la localité très stratégique de Sake. Et là où ils sont, à Kichanga, c'est à moins de 40 km de Sake. Et s'ils arrivent à contrôler cette route, comme ils ont déjà le contrôle de la route de Rutshuru, ils vont asphyxier la ville de Goma au plan économique. Mais sur le terrain, ici, on ne fait que crier, pleurnicher sur les télévisions, injurier Kagame. C'est bien beau d'injurier Kagame, mais est-ce que ça fait reculer le M23? Qu'est-ce qu'on fait concrètement? Comment on va faire pour s'en sortir? Aucune solution. Mais le régime ici est totalement affaibli, totalement au bout, dépassé, et puis ils n'imaginent aucune autre solution. Apparemment, pour eux, la dernière solution reste de commencer à injurier Kagame. Mais Kagame ne comprend pas ce langage-là. Merci. Kagame ne comprend que le langage de la force. Et on a compris que on a compris donc nous tous que EAC, comme vous avez vu, la feuille de route de Luanda, la déclaration de Luanda, vous l'avez tous lu. Il y avait des dates. On avait donné au M23 une date pour qu'elle se retire. Est-ce que le M23 s'est retiré? On avait donné une date pour que les FDLR, tous ces groupes armés étrangers, les ADF, rentrent dans leur pays. Est-ce qu'ils se sont retirés? Non. Est-ce que l'armée, la force régionale là, est entrée au combat? Non. Toutes ces dates ont été dépassées et il n'y a rien. L'armée kenyane est là-bas en train de tourner les pouces. L'armée ougandaise est là-bas. L'armée burundaise est là-bas. J'apprends que même l'armée sud-soudanaise est en train de venir. Le Sud-Soudan qui lui-même a besoin d'être aidé. Donc on est en face d'une aventure. En fait, EAC, moi je l'ai dit aujourd'hui, c'est un cheval de Troie. C'est un cheval de Troie. Vous connaissez l'histoire du cheval de Troie. Dans la mythologie grecque, on a fait entrer l'ennemi nous-mêmes dans notre ville en acceptant un cadeau empoisonné. Le cheval de Troie, c'est un cadeau empoisonné. Donc c'est pour ça que nous devons beaucoup soutenir le président élu. Et même l'église catholique est revenue là-bas le dimanche pour demander la fin de ces histoires de EAC, notre pays. D'abord, est-ce que notre pays est dans EAC? Parce que les accords qu'on a signés, nous ne savons même pas. Est-ce que ça a été publié au journal officiel? Est-ce que ça fait un débat au Parlement? Nous ne savons même pas. Il faut retirer notre armée de ces histoires. Il faut retirer notre armée de ces histoires de la francophonie qui ne nous aide aussi à rien. Une francophonie dirigée par une Rwandaise. Le Rwanda a presque quitté la francophonie. Le Rwanda ne parle même plus du français. Il faut mettre fin à l'état de siège. Cette autre aventure de mauvais goût, je vous dis, entre amis, le plus grand adversaire de M. Tshisekedi en Ituri et au Nord Kivu aujourd'hui, ce n'est même pas nous la Mouka, c'est son propre état de siège qui est perçu comme un fardeau, une terreur militaire devenue insupportable pour rien. On vous tue et on vous met dans une situation où vous ne pouvez même pas parler. En Ituri, chez moi, à Bunia, personne ne peut ouvrir sa bouche. Je suis l'unique voix qui ose parler aujourd'hui. Personne, alors personne. Tout le monde est muselé, les médias sont muselés, la société civile intimidée, muselée, personne n'ose ouvrir la bouche. Et puis nous approchons l'enrôlement des électeurs. Comment on va aller à l'enrôlement? On va y aller sous état de siège? C'est inacceptable ça. Parce que l'enrôlement des électeurs, c'est une opération politique aussi. Nous devons tenir des meetings pour dire à la population d'aller s'enrôler. Mais s'il y a l'état de siège, comment on va le faire? Donc il faut absolument obtenir la levée de l'état de siège. On ne peut pas aller à l'état de siège avec l'enrôlement des électeurs. Donc voilà un peu ce que je peux dire, je crois, par rapport à la situation actuelle au Nord Kivu et en Ituri. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, camarade Luc. Monsieur le Président élu, cher Banamboka, le tableau sécuritaire tel que peint par les différents orateurs ce soir nous impose, en tant que fils et filles de ce pays, comme l'a dit le Président élu lors de son tweet du 30 octobre, un réveil patriotique urgent. Si nous n'agissons pas aujourd'hui et maintenant, demain il sera trop tard. Voilà, nous allons passer maintenant à la série de questions et réponses. Nous allons accorder la parole aux camarades qui veulent poser des questions de précision ou un complément d'information. Celui qui a une question, oui, avancez s'il vous plaît. Soyez précis, concis, présentez-vous aussi. Ceux qui veulent poser des questions, vous pouvez déjà vous aligner. Nous prenons une série de 5 premières questions. Après, on va continuer. Merci, camarade Adrien Malenga, secrétaire national chargé à idéologie et formation à ICD. Nalingena tu na camarade Luc Malembe. Makambo utu konekana Kishishi. Oeza na territoire ya Rutshuru. Na wiki olobi ke nabo bakufi mokaba moko na zone ya tukumi bale. Kama mbale. Tukusangola mibale. Selon des bateaux ya mapandi sangola RFI balobi na Tongo. Ke bakufi plus ou moins 272 personnes. Mais na wiki olobi ke 920 personnes. Et c'est le Cameroun et Salemi na Kishishi. M23 azowanga. Azowanga na keno ye moto aza la base ya bato wana bakufite. Mais pendant que Kishishi est la localité de sous contrôle, il y a M23. Le gouvernement congolais a accusé M23. M23 a accusé le gouvernement congolais. Nani yango aza la base ya théorie ya ndeko na biso ba congolais. Ko bakufi na Kishishi. Ntuna na ya mibale. Toeki ke mabongisi na ina se et que basenga sur intervention ya armée ya bandeko na biso ya Afrique de l'Ouest, Afrique australe, Afrique anglaise. Et c'est ça solo ou des arokuta. Ndela tuzona na toyeba. Ya misato mutuna ya suka. Ese na makamanya sozone kana monyela mboka na biso, oto bengi este. Non, on attend de l'année que non, M23, on va avancer, on va sur le site de mon côté à Nzela côté à Béni. On va changer de direction. Et c'est ça, solo, on peut le couper. Merci beaucoup. Merci, camarade. Deuxième question. Oui, papa. Bande Kobalinga, ma question, Tobimi déjà Libanda pour nous gagner temps, s'il vous plaît. Excellence, Monsieur le Président élu, Monsieur le Secrétaire général, Auguste Assemblée, plutôt que de poser des questions, Ezali analyse. Excusez-moi, moi recule un peu na nyonso vie autoza mené. En 1992, la veille de la conférence nationale, si j'ai encore bon souvenir, nous avons reçu des Américains dans le cadre que va reprendre l'école na Bandundu, na Bakongo. Alors, bayaki batinda ki ba missionnaire na bango ya kala. Tango baye toyambi bango na paroisse Sebeko, et plutôt Sebeko Lemba Matete. Nous, en tant qu'anciens écoliers du collège Milundu Vanga, balobi totuli bango beko lango boko reprendre lango quand missionnaire wana lobi toko reprendre quand il y aura la paix. Alors moi j'ai posé la question à ces messieurs, c'est-à-dire boligo koti ça guerre na simarango tango boko pesa moi kimia boye bolobake
de reprendre l'école. Et ces missionnaires disent, ah, monsieur, tu n'as jamais changé. Moi, je n'ai jamais changé. Azoyeb ça, ma collègue, ma collaborateur Nabiso Yakala, que Moudoyo a changé, il voit plus loin que vous autres. À cette époque-là, c'est M. Étienne Tshisekedi qui était président chef de l'IDPS. Et nous évoluons en tant que cellule d'analyse politique dans l'IDPS, toujours au PS à résultat, na M. Étienne Tshisekedi. Nous lui avons dit, ces gens-là préparent la guerre. Au lieu que tu poses ma question, nous sommes les Kawa, ezali semblant ya Batouana. Donc, bazali derrière M23, Afdel, tout ce que vous voyez là, le groupe, même Batounabiso, bazali derrière. Donc, question Nangaï ezali, qu'est-ce que nous pouvons faire pour mettre fin à ces histoires-là? Dernièrement, dans le Parlement, Biswawa, il a semblé que le député Moko a consacré motion que sa liste y a Batou Oyo, Bazali derrière, M23, etc., etc. Cette motion-là a été écartée. Alors, Tokosa la ligne. La vérité, c'est que Tozali une insécurité totale. Il y a des gens qui sont déjà entrés. Pasteur Ekofo. Une minute. Pasteur Ekofo, à l'Obaki, la frontière Nabiso et Zali pété. Et Boyebi, Pasteur Ekofo Lelo à Zali Wabi. Quand il a repris la déclaration du défunt cardinal Monsengo, éviter et donc dégageons la médiocrité. Tous allez déjà en insécurité et tout ceci se prépare pour que donc il y ait élection. Je vous remercie. Merci beaucoup, camarades. J'aimerais bien qu'on pose les questions à l'honorable Jean Bosco Mambo parce qu'il a une urgence tout à l'heure. Donc voilà, vous posez ma question, comme ça il va répondre, comme ça on va le libérer. S'il y a une urgence qui l'attend déjà. Merci camarades. Honorable, je m'en vais tout droit vous charger d'une mission qui est une mission du parti parce que je sais que même la hiérarchie ne va pas me demander l'autorisation, d'autant plus que vous avez un mandat qui ne vous appartient pas, mais le mandat du parti. Vous avez dit tout les députés à l'Assemblée nationale. Je voudrais, moi personnellement, que vous qui connaissez très bien comment le ministre Asselo a manigancé pour que les faux chefs coutumiers rentrent à Kwamout, que vous puissiez initier une interpellation à l'endroit du ministre Asselo, qu'il nous explique quelle est la raison fondamentale qui l'a poussé à faire cela. Et là, je crois qu'au niveau de l'ECD, nous n'avons plus personne d'autre si ce n'est notre député élu de Bagata. Deuxièmement, la complicité, nous savons que c'est elle qui est à la base. Je voudrais faire une petite réflexion pour que nous ayons beaucoup d'éléments afin de démontrer, parce que quand on fait le débat, on dit, on constate qu'il y a complicité. On dit, mais Bozo, comment vous pouvez démontrer ça? À travers tous les exposés, nous avons compris que la complicité se manifeste par la préméditation et la complaisance. On prémédite. Le but, ce n'est pas seulement pour qu'on n'aille pas les élections. Ça vient après, puisque les élections, ce n'est pas tout de suite. Mais déjà, le premier but, c'est de s'enrichir. C'est un enrichissement à la fois illicite et illégal. Quand on nous dit que les frères biologiques de M. Félix sont en train d'extraire de l'or dans une parcelle d'autrui. Mais ça, c'est un souci économique. C'est-à-dire qu'ils font ce que Paul Kagame est en train de faire, et aussi le font autrement. Vous avez suivi que le matériel qui a été amené, le matériel sonore qui a été amené dans la salle à Nairobi, c'était un matériel qui provenait de Rwanda. Et jusqu'à Kusema n'a pas eu même, donc le directeur adjoint de la communication à la présidence, n'a même pas eu le courage de citer le Rwanda. Il dit que ça vient d'un pays voisin. Alors que nous savons tous que ça vient du Rwanda.
Vous comprenez que pendant que M. Félix est en train de s'acharner sur le nom Kagame, alors qu'ils se connaissent, son directeur de communication est incapable de citer le Rwanda nommément. Alors, nous devons faire interpeller ces ministres pour que nous obtenions des éclaircissements et au besoin obtenir une motion de défiance à son endroit. Je dis et je vous remercie. Voilà, dernière question de la série. S'il vous plaît. S'il vous plaît, soyez précis et concis. Ok, merci pour la parole. Très cher le président Eli, monsieur le secrétaire général du parti, cher Bana Mboka. À chaque fois que j'entends les messages de Thierry, ici, je perds même l'appétit de manger. Parce que je me mets à la fois à la place de nos frères et sœurs qu'on est en train de massacrer, de tuer de gauche à droite, donc dans tous les pays. Ma question, je l'adresse directement à notre camarade, le préfet qui est venu de Fatundu. Lui qui était sur place au lieu des massacres, là où on massacrait les gens, il a vécu ça. Je voudrais savoir, est-ce que réellement ces gens-là qui sont en train de faire les tueries là-bas, ils sont réellement les Téké ou les Yaka? Ou bien c'est une autre race de personnes? Parce qu'il y a d'autres qui se disent que ce sont ni les Téké ni les Yaka, mais ce sont les Mororo qui sont venus avec les vaches là-bas. Je voudrais avoir cette précision. Deuxième préoccupation, moi je connais le territoire de Fatundu. Fatundu, les jeunes de Fatundu sont quand même vaillants. Ce sont des gens qui sont vaillants. Est-ce qu'ils ne se sont pas regroupés en groupe de résistance pour faire face à ces assaillants, tels que je les connais à l'époque de Molele? Ils se sont regroupés, ils ont fait un groupe de résistance pour résister contre ces gens-là. Merci, j'ai dit. Voilà. D'accord, honorable Jean Bosco Mambo, vous avez la parole pour répondre à la question qui vous a été posée. Merci beaucoup. Je commence par la dernière question au sujet de la vaillance des jeunes de Fatundu. Les jeunes de Fatundu cités depuis tous ces désordres se sont organisés. À Fatundu cité, les assaillants ne sont pas entrés. Ils ont tenté, ils n'ont pas pu parce que les jeunes de Fatundu se sont organisés. Ils faisaient des patrouilles mixtes avec des policiers. Ils allaient dans des villages environnants. Ils étaient déterminés et ils sont déterminés. Jusqu'à aujourd'hui, les assaillants ne sont pas arrivés à Fatundu comme chef-lieu du secteur. Mais en revanche, ils sont dans des villages un peu loin de Fatundu où ils essayent, la misère aidant, d'entraîner avec eux des jeunes gens. Ils les entraînent, ils les amènent, ils volent une vache, ils abattent la vache et puis les jeunes gens mangent. Et ils racontent qu'ils mangent bien et d'autres amis le rejoignent. C'est ça le problème. Donc ils recrutent parmi ces jeunes-là. Ils utilisent cette ruse-là pour recruter les jeunes gens. Mais à Fatundu, ils ne sont pas entrés. Pour Valérie, ce n'est pas une question. Je n'ai pas dit ici déjà que nous avons déposé une question orale avec débat adressé au ministre Asselo pour qu'il s'explique au sujet de l'insécurité qui règne dans le territoire de Bagata. Nous, on a fait pour Bagata parce que déjà avant, l'honorable Sessang avait déposé une question orale avec débat adressée à Asselo pour l'insécurité des Kwamuntu. Bon, et jusqu'ici, le bureau ne s'est pas aligné cette question-là. Mais ce que vous dites aujourd'hui, c'est effectivement, c'est une autre chose, c'est une interpellation demandée à Asselo. Pourquoi la personne qu'on a décriée comme faux chef peut encore recevoir un mandat pour aller faire la même chose qu'il avait fait avant, alors qu'il n'y a aucun résultat. Donc ça ne pose pas de problème. Je crois que nous allons rédiger et déposer. Et on va essayer de médiatiser ça parce que l'archevêque, je reviens encore, que l'archevêque avait dit ça. Et il a dit ça à la suite d'une réunion qu'il avait eue avec tous les députés du
Grand Bandundu, Maïndombe, Kouilou et Kwango, nous tous, pendant la réunion, tout le monde a cité Zombi là, qui n'est pas chef coutumier, il est un faux chef coutumier. Et on se demandait comment il était reçu par Félix, alors qu'il était un faux chef. Et on se demandait comment il n'était pas arrêté jusqu'aujourd'hui. Maintenant, on se pose la question, comment on le retourne encore? Il faut quand même qu'il nous explique. Je pense qu'on va le faire. Merci beaucoup. Merci, honorable camarade Luc Malembe. Merci beaucoup. On m'a demandé par rapport au massacre de Kishiché. Oui, j'ai commencé par donner, parce que le massacre a eu lieu le 29 octobre, de novembre plutôt. Mais les premiers chiffres qui avaient été communiqués étaient justement de plus de 122 victimes. Mais les chiffres ont évolué. Aujourd'hui, nous sommes les 6 et il y a eu des ajouts. C'est pour ça qu'on parle maintenant de 272. Donc, alors, qui est responsable de ce massacre? C'est le M23. C'est le M23 qui contrôle là-bas. C'est lui qui est là-bas, qui a massacré, qui a trouvé des gens dans une église. Maintenant, comment le M23 se défend? Comme vous connaissez ces gens dans leurs mensonges de tous les jours, ils disent que voilà, l'armée a fait venir des miliciens, Maïmaï ou quoi, locaux, et c'est eux qui sont morts. Bon, eux, ils parlent même. Au moins, je dis les charabia, en tout cas, excusez-moi de les appeler comme ça du M23. Je les ai lus où ils reconnaissent oui, civils tués. C'est déjà un début. Ils reconnaissent qu'il y a eu des morts, c'est tout. Alors, j'apprends que le gouvernement de M. Tshisekedi aurait saisi la CPI. Mais est-ce qu'ils ont mis un dossier ficelé, un dossier fouillé, des preuves irréfutables? Connaissant la légèreté de ce régime, ils risquent d'aller seulement là-bas, ils disent, on saisit, et puis il n'y a pas de faits, des preuves pour évidemment charger les gens du M23. Et puis il ne faut pas parler du M23, il faut charger les chefs du M23 qui se trouvent être M. Kagame. Alors, la question de la SADC. Oui, comme vous savez, le partenaire stratégique qu'on avait dans notre pays à l'époque, depuis Mosé Laurent Désiré Kabila, c'était la SADC. En 1998, lorsque le Rwanda crée le RCD Goma, Mosé a dû recourir à la SADC. Vous avez vu les Zimbabwéens ici, les Angolais, les Namibiens, tout ça, ils sont venus et ils ont aidé. Mais quand M. Tshisekedi arrive par les voies que vous tous vous connaissez que le pouvoir de M. Tshisekedi vient de Nairobi. Quand le président élu est désigné candidat commun de l'opposition à Genève, qui a trahi l'accord le lendemain matin? C'est les deux premiers traîtres, vous les connaissez, et ils sont allés se regrouper à Nairobi sous les auspices du même monsieur ici, M. Uhuru Kenyatta. C'est là où il faut partir pour comprendre ça. Et M. Uhuru Kenyatta n'est pas en train de faire tout ça pour rien. Il a acheté les grandes banques ici. Qui a acheté BCDC? Qui a acheté TMB? C'est les Kenyans. Donc, ce n'est pas pour rien. Alors, maintenant, c'est comme ça apparemment que dans les codes qu'ils ont fait pour se faire nommer au pouvoir et voler le pouvoir du président élu, c'était d'amener notre pays à EAC et de nous enlever dans SADC et nous amener dans EAC. Ce qui surprend, c'est que c'est M. Mosso qui était dans une histoire de parlementaire de la SADC qui a encore demandé à la SADC de nous aider. Est-ce que ces gens comprennent? Eux-mêmes, ils ont tourné les dos à la SADC, ils se sont amenés dans une organisation des envahisseurs, ils ont amené des armées ennemies chez nous, ils ont ouvert la porte de notre pays à toutes les armées ennemies, de l'Ouganda, du Rwanda, du Burundi, et maintenant, il se trouve qu'ils ne vont que d'erreur en erreur, ils reviennent au SADC. Est-ce que quelqu'un va les écouter? Qui peut les prendre au sérieux? Donc, ce sont des gens tout simplement à dégager. Si nous étions dans un pays normal, ces gens auraient déjà démissionné.
Parce que toutes leurs méthodes ont échoué. Tout ce à quoi ils ont touché a échoué. C'est l'humiliation, c'est l'échec, c'est tout simplement. Et ils n'ont pas d'autre solution à part échouer indéfiniment. Et ce qui est curieux, c'est que c'est ce genre de personnes qui disent « Oh, ils veulent notre mandat. » Mon Dieu. Alors, on me demande, est-ce que le M23 est vers la route de Beni? Non, non, pas vers Beni. Écoutez, Rutshuru est très loin de Beni. Beni, c'est à plus de 400 km de Goma, au nord de Goma. 400 km. Non, pas 400, plus de 600 d'ailleurs. Plus de 600 km au nord de Goma. Et Rutshuru, où le M23 se trouve, c'est à une 70 km, quelque chose. Et ils sont jusque-là sur le pont Mabenga, c'est à 5 km de Kiwanja. Donc, en plus, ils ne sont pas à plus de 80 km de Goma. Alors que Beni, je vous ai dit, c'est à 600 km. Donc, ils doivent prendre tout ça. Le parc national de Virunga, ils doivent prendre Kanyabayonga, ils doivent prendre Kirumba, ils doivent prendre Butembo. Et puis, Butembo est à 50 km de Beni. Il faut continuer. Donc, ils ne sont pas encore à Beni. Et il ne faut pas qu'on vous fasse croire ça. Beni et Goma, c'est plus de 600 km. Alors, qu'est-ce que nous faisons? C'est la question qu'on me demande. Bon, devant cette situation, qu'est-ce que nous faisons? Je voudrais d'abord vous démontrer rapidement et finir par là que ce régime, le M23 a commencé comment? Dans les montagnes de Runyoni, à la frontière rwandaise. Ils sont descendus lentement, ils ont pris Bunagana. Bunagana qui est un poste douanier. Les chiffres de la DGDA donnent entre 500 et 700 000 $ de recettes douanières chaque mois à Bunagana. Ce régime a laissé le M23 contrôler Bunagana pendant plus de 4 mois, en train de prendre 500 à 700 000 $ chaque mois. Le M23 a amélioré sa santé financière, il s'est procuré des armes. Et le M23 a continué, il a pris Kiwanja, il a pris Rutshuru, il a pris Rumangabo, il a pris Kibumba. Et il est maintenant sur la route de Massissi. On ne fait rien, on leur laisse encore le temps de s'organiser pour qu'ils aillent prendre Goma. Parce que tout ce temps ici qu'on est en train de perdre, et ils s'organisent, ils recrutent. Ils ne sont pas distraits. Nous ici, qu'est-ce qu'on fait concrètement? Aucune solution. Ces gens, dans leur populisme, ils ont pris des avions, c'est pas d'attendre de quelle époque, ils ont mis de la... Non, ces gens, ils nous ont tout démontré. Ils ont dit qu'ils ont acheté de nouveaux avions. Des guerres, des Sukhoi. Est-ce que c'était vrai? Mais c'est des vieux avions, ces avions datent, on dit, de l'époque de Mzee Laurent Désiré Kabila. Donc, c'est ça, et ces gens ne sont que dans le populisme, le mensonge, alors que sur le terrain, il n'y a rien qui est fait pour nous enlever de cette situation. Merci. Merci, camarade Luc Malembe. Pour avoir longuement discuté avec le camarade Anissé, je vais me permettre de répondre à la question qui lui a été posée pour lui permettre de se reposer. Vous voulez répondre? D'accord. Ok, d'accord. Merci, camarade, pour votre question. Ma réponse est celle-ci. Je pense que les gens qui viennent nous envahir là-bas, moi, j'étais tellement surpris d'écouter que les langues dans lesquelles que ces gens parlaient, on n'arrivait même pas à comprendre. Ils parlaient de quelle langue? Vraiment, ils ne sont pas les nôtres. Ce sont les assaillants qui sont venus dans les Maïndombi. Ils ne sont pas les nôtres, même si on va dire qu'ils sont mêlés avec nos frères. Mais moi, je vous dirais que j'ai vécu cet événement dans le village Minsia. Ces gens ne sont pas les nôtres. Ils parlaient des dialectes qui ne sont pas les nôtres. Et de deux, ils ne sont pas arrivés à Fatoundou. Mais dans les villages où ils ont envahi la population, ils arrivent à la fois vers 3 h du matin. Et les pauvres villageois ne se positionnent pas pour faire face contre ces gens-là. Donc, si Fatoundou se prépare, c'est parce qu'ils écoutent qu'ils ont envahi tel village
ils sont dans tel lieu, ils sont dans tel recoin. C'est pourquoi Fatoundou se prépare. Mais pour d'autres villages, c'est pratiquement impossible de se préparer. Puisqu'ils nous attaquent à la fois dans des aires qui sont pratiquement impossibles pour faire face auprès de ces gens-là. Voilà ce que je pourrais peut-être vous répondre. Merci beaucoup, chers camarades. Nous allons à présent passer la parole au secrétaire général pour faire le résumé. Et puis après, nous allons clôturer. Monsieur le secrétaire général, vous avez la parole. Merci beaucoup pour la parole, Monsieur le Président élu, chers membres du Bureau national, cher Banamboka. Je commence ce résumé par une interpellation. Cette interpellation est d'autant plus profonde que nous devons tous la méditer. De par l'histoire de notre combat, l'expérience de tous les messages à la nation, tous les points de presse tenus par les présidents élus, cette expérience a démontré que dans la vie politique, de manière particulière, et dans la vie en général, lorsque vous êtes conscient et convaincu que vous défendez la vérité, même si vous êtes seul, même si les gens vous insultent, même si les gens se moquent de vous, puisque vous êtes convaincu, parce que vous êtes convaincu que vous défendez la vérité, il ne faut jamais abandonner. Jamais abandonner la défense de la vérité. Aujourd'hui, je vais vous faire, peut-être vous avez oublié, un petit témoignage. Le 27 avril 2019, à Bruxelles, contre tous, le président élu avait promis à ses collègues du président de la Mouka qu'il va garder la flamme de ce combat allumée jusqu'à ce que les Congolaises et les Congolais vont reconquérir leur souveraineté volée, bafouée. Mais les gens n'ont pas cru. Les gens ont pensé qu'après une année, après quelques mois, Fayoulou va se souffler, ça sera fini. Mais aujourd'hui, ceux qui n'avaient pas cru sont en train de comprendre que lorsqu'un homme est déterminé dans la vérité, ceux qui ne l'ont pas cru vont le rejoindre. Après cette détermination, le président est arrivé à Kinshasa et il a engagé le peuple dans le combat pour la vérité des urnes. Et nous nous sommes engagés dans ce combat. Les esprits faibles nous ont traités de rêveurs. Ils ont pensé que c'est une affaire dépassée, la vérité des urnes ne servait à rien. Et ils sont allés se jeter dans l'union sacrée. Et aujourd'hui, vous connaissez le sort de tout un chacun dans l'opinion. Cher Banamboka, il y a un temps, je vais peut-être aller vite pour terminer par là, le président élu Martin Fayoulou a dénoncé l'adhésion de la RDC à la communauté des États d'Afrique de l'Est. Il a démontré comment la RDC n'avait pas vocation de cette sous-région. Nous sommes de l'Afrique centrale. Je crois que même parmi nous ici,
Personne n'y croyait. Mais il a continué seul contre tout le monde. Aujourd'hui, la toute-puissante Église catholique, la SECO, dans ses revendications, vient de demander à M. Tshilombo de retirer notre pays de cette communauté. Mais seul, il était seul. Et aujourd'hui, c'est toute la nation qui demande. Chers amis, je termine par vous dire, le président élu a insisté que Tshilombo, tête de l'Union africaine, où il pouvait faire cette déclaration, ils ont préféré signer un deal obscur qui a permis un transfert malhonnête et nocturne du pouvoir entre Kabila et Tshilombo. Et comme si Tshilombo ne se prenait pas lui-même au sérieux, il réunit des jeunes politiquement sélectionnés pour aller répondre à son partenaire, à son ami et frère. Et de manière trop légère. Et c'est aujourd'hui que Tshilombo dit aux Congolais que Kagame est le président que l'Afrique ne méritait pas, ou l'Afrique ne mérite pas. Lorsqu'il a appelé au sein du monde entier un partenaire fiable, il ne savait pas que Kagame, c'est un criminel, c'est un assassin. Lorsqu'il a signé avec lui les accords financiers, lui confiant notre or, notre coltan, et faisant de nos sociétés, de nos entreprises, de sociétés mixtes avec l'armée rwandaise, il ne savait pas que c'est un monsieur dont l'Afrique n'a pas besoin. Lorsque Tshilombo ramène Rwandais, l'installe à Goma, et Rwandais fait des rotations, des dizaines de rotations par jour à Kinshasa. Qui est-ce qu'on a mené à ces avions-là? Il ne savait pas que Paul Kagame n'est pas un président que l'Afrique mérite. Chers amis, vous voyez l'irresponsabilité dont on a parlé. Être irresponsable, ce n'est pas une injure. C'est une évidence. On la constate, cette évidence, dans votre vécu quotidien, dans votre comportement de tous les jours. Mais Kagame vous dit que c'est un spécialiste de la guerre. Et vous vous dites qu'à sa place, j'aurais honte. Avoir honte, c'est comme ça, c'est la honte qui va permettre de libérer nos territoires occupés. Si tu as honte de ton mari, alors il faut démissionner à la tête de l'État. Parce que pour nous, la seule attitude responsable, c'est le recrutement, la formation, l'entraînement, l'équipement de notre armée. On abandonne l'armée à son triste sort, on se lance dans les affaires, comme on vient de nous décrire. Tout le monde est à la recherche d'argent, course à l'argent, et on s'amuse avec la vie des Congolais. Pendant que vous faites les amusements avec Paul Kagame, des disputes du couple, agacé par la flamme de liberté et l'exigence de notre souveraineté telle que le président élu est en train de l'allumer. Agacé par la pression de toutes parts de notre peuple, le couple a craqué.
les indiscrétions du foyer sont sorties sur la place publique. Et ce qu'ils doivent savoir, que nous n'avons de sympathie ni pour l'un ni pour l'autre. Et merci, pendant qu'ils sont en train de s'amuser, parce que le Nord Kivu s'abrite, mais nous sommes déjà Kinshasa. Qu'est-ce qu'on fait? Ça a commencé à Kwamout. Et on a pris comme ça, à la légère, la situation. C'est parti vers le Kwilu, Bagata, Fatundu, Wamba, tel qu'on vient de décrire. Une centaine d'écoles abandonnées, les enfants n'étudient pas. Tout le monde en brousse. Et comme si les gens ne comprenaient pas leur irresponsabilité, ils programment même la province du Kwilu, de Maïdombe et du Congo, emploie à des violences, à des tueries, comme dans les provinces de l'Ituri, du Nord Kivu et du Sud Kivu. Ils programment ces trois provinces dans la première ère d'enrôlement. Comment vous allez enrôler en décembre ici, dans les Kwilu? Comment vous allez enrôler dans les Maïdombe? Maintenant, on se demande même nos amis qui sont en train de fuir ici, à la cathédrale protestante du cinquantenaire, du centenaire plutôt, merci président, il y a un grand culte qui sera organisé toujours pour prier en faveur de nos forces de sécurité et de défense. Le 11 décembre, dans le quartier Kaluka, nous organisons une journée de prière avec 38 pasteurs, intercesseurs et des églises de réveil pour soutenir dans la prière nos forces armées, mais aussi sensibiliser le troisième rendez-vous, le grand rendez-vous de notre histoire. Et ce rendez-vous, le troisième, celui du mardi 20 décembre, à midi, 5 minutes, a été décrété par le président élu dans la dernière adresse à la nation. Cher Banampoka, responsable de toutes les structures du parti, dès aujourd'hui, dans nos cellules, dans nos noyaux, dans nos sous-sections, dans nos sections, dans toutes les provinces, nous devons commencer à nous préparer. Le mardi 20 à midi, nous devons nous mettre à genoux pendant 5 minutes, implorer le Seigneur pour donner la force et la forte conviction à nos forces armées, à nous-mêmes, de façon à libérer notre pays. Ne dormons pas. Cette journée du mardi 20 décembre, c'est notre journée. Nous devons en parler à nos pasteurs, à nos prêtres, partout où nous sommes. Il faudrait que ce jour-là consente que mot d'ordre a été donné et que nous devons prier, nous tous, pour nos FARDC, pour tous nos services de sécurité et de défense et pour nous-mêmes, de façon à maintenir la pression. L'opinion internationale doit constater que les Congolaises et les Congolais de l'intérieur comme de l'extérieur, nous sommes déterminés à vaincre l'ennemi et à bouter hors nos frontières les agresseurs de notre pays. Je vous remercie. Et merci, monsieur le secrétaire général. Donc, nous sommes arrivés à la fin de l'activité d'aujourd'hui. Je vous prie donc de vous lever et nous demandons à madame la secrétaire générale adjointe de nous conduire dans la prière de clôture. Nous te remercions, Père éternel, pour ces moments passés en ces lieux. Merci parce que tout ce que nous demandons dans nos prières, nous avons la ferme conviction que nous sommes entendus.
Et nous osons croire fermement que l'Éternel, tu travailles avec nous, car nous sommes un parti qui prend les valeurs morales et les vertus que ta parole nous enseigne. Merci pour tout ce que nous venons d'entendre ici. Et nous savons que tu combats avec nous. Lorsque tu es avec nous, tu nous donnes toujours la victoire. Voilà pourquoi nous allons continuer à te louer, à te glorifier, à t'adorer à chaque instant de notre vie. Merci Éternel pour cette prière. Au nom de Jésus qui est ton Fils, notre Seigneur. Amen.